Donc ici, je vais faire un petit calcul de potentiel. Donc je calcule un potentiel d'un dipôle de deux charges. Dipôle constitué de deux charges. Alors on va mettre ça en place et on va regarder comment on peut le faire avec bien sûr la définition. Voilà la définition ici. Alors la première chose, dans les dipôles électrostatiques, je vous avais dit qu'est-ce que c'est qu'un dipôle électrostatique. Donc se définit par une répartition de charges électriques de somme nulle. Donc ça veut dire que si vous avez des charges, donc on a des charges, hein, dans l'espace bien sûr, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, etc. C'est réparti dans l'espace, on a un espace ici, et dans cet espace c'est réparti des charges. Alors pour que ce soit considéré comme un dipôle, la première des choses, il faut que la somme des charges soit nulle. Donc la somme des QI égale 0, bien sûr, pour I égale 1 jusqu'à N. Ça, c'est la première condition. On voit là, la première, ça ne suffit pas. La seconde définition, enfin la deuxième condition, je m'excuse. La deuxième condition, il faut que le barissant des charges positives ne coïncide pas avec celui des charges négatives. En d'autres termes, ce qui veut dire que on a une deuxième condition, la somme des QI ce sont les charges bien sûr, O et RI ce sont les distances de ces charges par rapport à l'origine, eh bien, soit différentes de 0. Ouais. Quand on a ça, eh bien, on a, bien sûr, ce sont des charges au repos. Hein. Si vous voulez des charges qui ne sont pas au repos, à ce moment-là, ça ne s'applique pas, ces règles-là. Ces règles-là sont pour de l'électrostatique. Hein. C'est pour l'électrostatique. Hein. Voilà. Et en plus, c'est pour des dipôles passifs. Dipôles passifs. Il n'y a pas de champ, il n'y a pas un champ extérieur qui agit. Donc, c'est un dipôle. Non, c'est un dipôle actif, je m'excuse. Un dipôle actif. Quand il y a un champ extérieur qui vient interférer, si on a un champ extérieur, ben on a là, qu'est-ce qui est actif? C'est le champ extérieur qui est actif. Voilà, si on a un champ extérieur qui est actif, c'est le champ extérieur qui est actif, et donc les dipôles, il est considéré comme passif, pour autant que ce soit un dipôle. Le dipôle est passif. Sinon, si on n'a pas de champ, en l'absence de champ extérieur, ben, on a un dipôle actif. Parce que qu'est-ce qui fait l'activité voilà, de dipôle? Ce sont les charges elles-mêmes qui vont créer un champ. Donc le champ lui-même, créé par les charges, est actif. Donc on aura voilà, un dipôle actif, pour autant qu'on a un dipôle. Et avoir un dipôle, ça signifie avoir deux conditions. Là, la première condition, la somme des charges est nulle. La seconde condition, ben, la somme de voilà, la somme des QI et RI est différente de 0. C'est-à-dire que le barissant des charges positives ne coïncide pas avec le barissant des charges négatives. Voilà. Alors, ça c'est un dipôle. Si vous n'avez pas un dipôle, ben, vous avez des charges tout simplement qui ne sont pas un dipôle. Hein. Bon, on peut avoir soit un dipôle, soit pas de dipôle. Mais pour avoir un dipôle, il faut ces conditions-là. Et il y a des théories qui vont se faire sur les dipôles. Alors si je prends, je veux appliquer ça au plus simple des dipôles, le plus simple des dipôles, c'est deux charges. Donc je vais prendre deux charges, une, deux, je vais avoir plus Q, moins Q. Déjà, il faut que la somme des charges soit nulle. Est-ce que c'est le cas? Ben oui, parce que plus Q plus moins Q, ça fait bien 0. Donc ça c'est la première condition. La seconde condition, il faut tout simplement qu'on ait une distance comme ceci qui soit différente de 0. Différente de 0. Il faut que j'ai une distance, parce que si la distance vaut 0, à ce moment-là, on aura justement Q, on aura coïncidence, si on n'a pas de distance entre Q plus et Q moins, on aura une coïncidence, barissante des plus et barissante de moins, il est au même endroit. Il sera au même endroit.
Voilà, donc on a une condition qui est satisfaite, mais pas la seconde. Donc, moi, je vais calculer le potentiel pour un dipôle le plus simple, c'est-à-dire pour deux charges, pas plus. Pour deux charges, pas plus. Donc, je vais calculer le potentiel pour deux charges. Deux charges. Bon, je peux calculer, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut calculer? Le champ, on peut calculer les charges, la force électrostatique du dipôle. Ici, je considère que j'ai un dipôle, là, je vous le dis tout de suite. J'ai un dipôle. Définition d'un dipôle. J'ai les conditions qui sont réunies. Somme des QI égale 0 et somme des QI au RI est différente de 0. Voilà, les deux conditions là sont réunies, donc j'ai affaire à un dipôle. Je vais calculer le potentiel d'un dipôle le plus simple possible avec deux charges. Je vais calculer avec deux charges. Bon, si vous avez des charges, en général, vous avez des forces électrostatiques et donc un champ électrostatique et donc fatalement un potentiel électrostatique. Et là, vous définissez complètement l'état électrostatique, c'est-à-dire des charges au repos, en connaissant bien sûr complètement la carte des charges, la carte des charges. Donc, vous en connaissez le potentiel, vous en connaissez le potentiel électrique, vous en connaissez le champ électrique, vous en connaissez, vous connaissez l'état électrostatique complètement, l'état électrostatique. Voilà. Ouais, en général, quand on a les charges, bon, je vais vous mettre de rechercher les forces. Hein. Bon, ici, je ne vais pas chercher les forces. Ayant les charges, ben, je peux trouver le champ et donc le potentiel. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait? On cherche d'abord le potentiel et puis le champ. Parce que le champ dérive du potentiel. Il suffit de faire la dérivée de V. Connaissant V, vous dérivez V, vous avez E. Donc il est plus facile de chercher V d'abord, puis vous dérivez V, vous avez E. Voilà, ça c'est comme ça qu'on fait en électrostatique. Hein. Une fois qu'on a déterminé le potentiel, ben, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a déterminé le potentiel, ben, on calcule la dérivée pour avoir le champ. Donc, voici l'écriture. Ça, c'est le moment dipolaire, hein, dQ et RI. C'est le moment dipolaire, c'est ce que je vous ai marqué tout à l'heure. Somme des QI au RI est différente de 0. Voilà, c'est le moment dipolaire. C'est le moment dipolaire. Alors, il est défini par D. Si vous parlez en tant que élément atomique, c'est mu. Mu OH, mu H2O, etc. Mu HCl. Voilà. Ça reste un vecteur. Hein. Je vous rappelle que ça reste un vecteur. Il faut une flèche au-dessus de mu, de D, ou parfois il y en a qui l'appellent P. Mais P, généralement, en physique, c'est considéré comme P est égal à mv. Ça, voilà, P est égal à mv, c'est la quantité de mouvement, vecteur quantité de mouvement. Donc, évitez de l'appeler P. Bon, tout ça, j'ai expliqué. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est ça, le potentiel ici, c'est le potentiel d'un dipôle. Il est donné sous forme d'un QI. Bien sûr, ici, moi, j'aurai que deux charges. Hein. J'aurai que deux charges, je n'aurai pas I, N. Ici, il y a N charges. QI 4 pi epsilon 0, 1 divisé par 1 moins RI. Bon. Et alors, bon, on va chercher le développement limité. Hein, le développement limité qui n'est rien d'autre que, voilà, c'est un espèce de développement de Taylor avec un reste en plus. Un reste en plus. Donc le développement limité d'une fonction en un point est une approximation polynomiale. Bon, développement de Taylor, hein, parce que le développement de Taylor, c'est aussi une approximation polynomiale de cette fonction voisinage de ce point, c'est-à-dire l'écriture de cette fonction sous la forme de la somme d'une fonction polynomiale et d'un reste négligeable au voisinage du point considéré. Bon, là, il y a un reste négligeable. Voilà. Et donc, on va manipuler ce reste négligeable. Voilà. Et quand on fait tendre la limite quand x tend vers ce point, ben, le reste négligeable divisé par x moins x0 exposant n fait 0. Bon, on le note avec un 0. Vous voyez, le reste négligeable sera noté avec un 0. Les fonctions R vérifiant ceci sont notées un espèce de 0, x moins x0 exposant n. Voilà, et alors, ça permet d'écrire quoi? Tout simplement la série limitée. Ça veut dire que le fameux R-RI s'écrira par un développement limité
de la sorte. 1 sur R moins 1 sur RI nabla. Alors pourquoi le nabla? Parce que on est dans l'espace ici. Hein. Ce sont des charges dans l'espace. On a O, X, Y, Z. Donc s'il y a une dérivée à faire, ben, ce ne sera pas une dérivée, ce sera une dérivée partielle. Voilà, ce sera une dérivée partielle par rapport, ici, dans ce cas-ci, c'est R. Voilà, et ça, c'est simplement le développement limité qu'on a. Et ensuite, après, on calcule bon, le nabla de 1 sur R qui vaut moins R sur R, moins 1 sur R, moins R sur R cube. Donc, moins par moins, ça fait plus. Et ça fait R sur R cube. J'ai calculé ça dans une vidéo précédente. Vous pouvez aller voir. Elle se nomme calcul de... je ne sais plus comment ce que je l'appelais. De toute façon, je le mettrai en lien ici. Voilà. Et donc, 1 sur 1, R moins RI est égal à 1 sur R plus vecteur RI fois R sur R cube. On obtient alors la formule suivante. Voilà. Et là, vous avez somme de QI 4pi epsilon 0, 1 sur R plus RI fois R sur R cube. Voilà. Et tout ça va donner 1 sur 4pi epsilon 0. Ça va dépendre du moment dipolaire D fois R sur R cube. Donc, vous voyez qu'il ne dépend plus du fameux RI. Vous voyez que tout s'est simplifié, il n'y a plus de RI. Il dépend soit de R ou soit de D. Eh bien, moi, ici, je vais calculer. Bien sûr, si vous voulez calculer le champ électrique, eh bien, vous faites voilà, vous faites la différentielle partielle, parce qu'il s'agit ici de... Le champ dérive d'un potentiel, mais comme on a 3 variables, x, y, z, mais c'est une dérivée partielle. Voilà, c'est une dérivée partielle. Bien sûr, en mettant un moins, vous obtenez, bon, il suffit de dériver, ça, c'est pas un problème, ça. Vous dérivez V, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous dérivez ceci, le V, et vous aurez le champ. Le champ qui peut s'écrire sous forme, voilà, avec le vecteur moment dipolaire D, un vecteur unitaire U. Je vous rappelle que le vecteur unitaire U, c'est le vecteur R sur R. Vecteur R sur R est le vecteur U. Donc voilà, ils ont remplacé juste U qui est vecteur R sur R. Et ils ont mis en plus voilà, le moment dipolaire D. Alors, regardez bien cette expression-là, je vais la calculer. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0 D fois R sur R cube. Vous voyez qu'il n'y a plus de RI. Il n'y a plus de RI parce qu'il dépend du moment... Il dépend de quoi? 1 sur 4 pi epsilon 0. C'est epsilon 0 étant la permittivité du vide. 4 pi epsilon 0, on indique qu'on a une espèce de... Voilà, c'est une justification physique d'une écriture qui permet de dire qu'on a une commodité de 1 mathématique qui est à l'origine de ce choix. Et en plus de ça, ça permet de dire qu'on a une symétrie sphérique plus apparente. 4pi, epsilon 0, il y a une symétrie sphérique apparente là-dessus. Bon, alors on va calculer ça. Donc vous voyez qu'il dépend que... Pourtant il y a beaucoup de charges, hein. Ici il y a beaucoup de charges. Il y en a n. Eh bien, ça ne dépendra que du moment dipolaire D fois le vecteur R sur R cube. Eh bien, je vais le faire pour 2 charges. Je vais le calculer pour 2 charges. Alors pour ça, je vais mettre les choses en place. Oui, ici vous voyez qu'on a bien des dérivés. Le premier n'est pas une dérivée, mais ça ressemble à la série de Taylor, bien sûr. Bien sûr, il faut le faire pour 1 moins x. Voilà, encore faut-il transformer 1 sur R moins RI, voilà, en 1 moins x, c'est-à-dire, voilà, il faut essayer de transformer ça en ça, pour essayer d'avoir la série de Taylor. Une fois que vous avez la série de Taylor, et puis vous aurez, bien sûr, le développement limité, comme ceci. Le reste, plus le reste. Bon, ceci étant dit, de toute façon, je ne suis pas en train de voir les développements limités. C'est pour pas perdre le filon des idées que j'essaie de pas trop vous expliquer le développement limité. Acceptez-le comme il est. Voilà, dans un premier temps, parce que c'est pas ça le but de la manœuvre. Je risque de perdre beaucoup de temps pour vous montrer juste quelque chose que bon qui serait, je veux dire, une parenthèse, on va dire. La série limitée, elle vous l'est donnée, tant mieux. Prenez-la comme elle est. C'est-à-dire 1 moins R sur moins RI, 1 sur R moins RI, nabla, 1 sur R. Alors pourquoi nabla? Parce que je vous ai dit qu'il y a, c'est dans l'espace. Ce n'est pas des dérivés, mais des dérivés partiels. Donc il faut dériver par rapport aux variables, chacune des variables. Et le calcul a été fait. Hein. Ça donnait moins R sur R cube, moins le vecteur R sur le R cube. Bon. Alors,
Et bien maintenant, je vais calculer, on va mettre les choses en place pour calculer mon dipolaire. Le potentiel de deux charges. Alors je vous rappelle que le potentiel, il vaut le potentiel coulombien. Vous ne perdez pas de vue qu'on a un dipôle. Hein. Et alors je vais mettre deux charges. Plus Q, moins Q. Je vais mettre plus Q, moins Q. Et le potentiel, qu'est-ce qu'il voudra? Ben, il voudra la somme des deux potentiels, mais comme il y en a qui est positif et l'autre négatif, ben, il va donner 1 sur 4pi epsilon 0 Q sur R carré. Voilà. Mais encore faut-il définir la distance R carré. Et comme il y a deux potentiels, hein, c'est la somme des potentiels, mais il y en a un qui est négatif. Hein. Voilà, donc je dois mettre un moins. Alors je vais les additionner. Alors bon, moins 1 sur 4pi epsilon 0 Q sur R carré. Bon, alors les R, je vais les définir maintenant. Bon, je vais mettre le plus Q à droite. Bon, je vais faire un dessin. Je vais mettre donc je vous ai dit que j'allais prendre un dipôle, mais que le plus simple des dipôles, c'est-à-dire deux charges qui sont de signe contraire, avec une distance donnée. J'aurai plus Q, moins Q. Je vais calculer donc le potentiel. Je pourrais calculer le champ par après en faisant une dérivée. Bon, ici, le but, c'est de calculer le potentiel. Une fois que j'aurai le potentiel, si j'ai déjà arrivé à faire le calcul du potentiel, je ferai la dérivée du champ. Bon, dans un premier temps, ce qui va m'intéresser, c'est le potentiel. On a un point donné que je vais appeler un point A. Je vais mettre en un point A. Ce qui veut dire qu'on a une distance. Alors, je vous rappelle que le potentiel est, je veux dire, va dépendre de la distance, ça d'office. Hein. Mais le dipôle, qu'on calcule, ce qu'on calcule le moment dipolaire là, à ce point-là, A' ou B' ou C', le moment dipolaire, il est toujours le même. Hein, c'est ça. Vous changez d'origine. Si je calcule à l'origine A' ou B' ou C', le moment dipolaire, il ne changera pas. Je vous l'ai déjà dit, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le moment dipolaire. Ça ne change pas. Si vous changez d'origine, il ne change pas. Par contre, eh bien, ça, vous aurez compris que le champ électrique dépend de la distance. Enfin, le potentiel, il va dépendre de la distance. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0 R carré. Donc ça, là, ça va dépendre voilà, du lieu où vous allez calculer le potentiel. Bon, alors la première des choses, je vais réunir. Alors, moins Q était une distance. Voilà. Alors je vais mettre une origine qui va se situer au milieu. C'est généralement comme ça qu'on fait quand on calcule les dipôles. Hein. Bon, on met une origine en plein milieu. Alors j'avais ce calcul-là, je l'ai fait. Hein. Pour calculer le dipôle, je l'avais fait. Bon, c'est assez aisé. Je peux le faire, c'est pas un problème. Hein. On aura. Donc c'est Q fois Q fois. Si je mets l'origine ici, j'aurai L demi fois plus Q. Voilà. Et pour l'autre, ben, c'est moins Q fois moins L demi. Donc on va se retrouver avec Q en évidence, L demi plus L demi, ce qui fait Q fois L. Donc pour un dipôle, voilà, en norme, ça fera Q fois L.
ici, je ne sais pas s'ils l'ont mis pour un dipôle simple. Non, ils l'ont pas mis pour un dipôle simple, mais ça fait Q fois L. Pour un dipôle simple, ça fait Q fois L. Enfin bref. Alors je vais revenir. C'est donc un dipôle simple, c'est Q fois L. Que vous changez de même d'origine. Ben, généralement, on pose l'origine là-bas pour avoir plus facile à calculer. Mais en changement d'origine, ça ne changera rien. Rien du tout, vous allez trouver toujours Q fois L. Quel que soit l'endroit où vous allez le calculer, ce sera Q fois L, Q fois L, Q fois L, Q fois L. Changez d'endroit, vous trouvez Q fois L. Même si je le calcule point A, ça fera Q fois L. Alors maintenant, il faut aussi que je mette une référence qui va... une référence qu'on va dire... comment est-ce qu'on appelle ça? Je vais mettre une référence... qu'on appelle une référence... en coordonnées polaires, c'est ça que je cherchais le mot. Référence en coordonnées polaires. Ça veut dire que j'ai besoin, si j'ai besoin d'un, si j'ai un repère en coordonnées polaires, là j'aurai un angle θ. Donc, mais il me faut le rayon vecteur, hein. Un angle θ et un rayon vecteur que je vais appeler ici R. Voilà, c'est le vecteur rayon vecteur. Voilà. Alors, je vais quand même dénommer les points ici. C'est vrai que j'ai appelé A. Je préfère appeler ce point-là, bon, O, je l'ai mis, parce que le A, je vais quand même le prendre pour lui. Ce point-là, je vais l'appeler A. La charge est en A, la charge plus Q est en A, la charge moins Q est en B. Voilà. Je définis un repère, un centre de repère au milieu de AB, du segment AB. Et bien sûr, ce point là-bas, je l'appelais le point P. Je préfère ça comme ça. Donc je calculais le potentiel V de P. Que vaut le potentiel V de P pour ce dipôle-là, ce dipôle simple. Alors, maintenant, j'ai besoin de ce triangle pour travailler. Mais avant toute chose, revenons au potentiel. Maintenant que j'ai défini ça, oui, il faut qu'on remette les distances, deux autres distances. J'aurai un rayon vecteur ici, R1, et un rayon vecteur ici, R2. Voilà, donc j'ai R, R1, R2. Donc vous voyez que c'est une espèce de triangle. Hein. J'ai deux triangles là. Vous voyez que j'ai un triangle à gauche. Voilà, j'ai un triangle à gauche. Et j'ai un triangle à droite. Voilà, je vais calculer sur des triangles. Hein. Je vais me baser sur des triangles pour trouver le potentiel VP. Je vais me baser sur des triangles. Bien sûr, je vais considérer par hypothèse que le point P est éloigné. P éloigné. Pourquoi? Parce que toutes les hypothèses vont venir de là. Hein. En disant que P est éloigné. Donc P est suffisamment éloigné du dipôle. Donc comme ça, j'aurai des hypothèses qui vont, pour éviter d'alourdir, comme ils ont fait là, hein, c'est ce qu'ils ont fait là, bon, regardez bien. Pourquoi ont-ils parlé de développement limité? Ben justement, le potentiel électrostatique VR créé par le dipôle en R est donné d'après la loi de Coulomb par voilà, VR, somme des QI, 4 pi epsilon 0 sur 1 voilà, norme de R moins RI. En pratique, on s'intéresse en général au champ loin du dipôle. En général, vous voyez, marqué noir sur blanc ici. En pratique, on s'intéresse en général au champ loin du dipôle lui-même, de sorte que l'on peut développer les termes intervenant dans le potentiel. On suppose en outre que le point où est évalué le champ est très éloigné du dipôle. Donc on peut développer
effectuer le développement limité. Donc moi, je vais faire un petit peu les mêmes astuces, mais pas avec des développements limités, mais plutôt, vous allez voir, avec comment est-ce qu'on appelle ça, des infiniment petits, l'équivalence d'infiniment petits. Mais les développements limités, il y a des infiniment petits dedans, hein. Le rond que je vous avais vu tout à l'heure, que je vous ai montré, c'est un infiniment petit d'ordre n, hein. Ouais, regardez bien, celui-là, qu'est-ce que c'est? Ben, le fait d'écrire ceci, je ne sais pas ce qu'on voit. Voilà, juste, voilà, la formule là que j'ai mis en écrit, c'est un infiniment petit, hein. Ouais, il est d'ordre n. C'est pour ça qu'ils mettent avec un rond, la fameuse formule, voilà. Le Rx, ils le mettent avec le Rx, ils le mettent avec un rond. Ouais, ouais, il est marqué là. Limité, développement limité d'ordre n. Voilà, d'ordre n, c'est exactement ça. Bon, voilà. Alors, ben ici, je vais faire un petit peu la même chose. Un petit peu la même chose, mais adapté, un peu plus adapté. Bon, j'aurais pas de dérivée partielle parce que, pourquoi j'aurais pas de dérivée partielle? Je suis dans un plan, hein. Ici, moi, je travaille dans un plan. J'ai un plan pi ici. Je suis pas dans l'espace, hein. Voilà, c'est pas contrairement au développement qu'ils ont fait avec les charges là. Bon, ici, ils sont dans l'espace là, hein. D'où le nabla. Euh, voilà, c'est dans l'espace ici. Alors notez qu'il y a un petit p. Voilà, ici il y a un petit p. Si vous regardez le dessin, je ne sais pas si on peut la voir. Il y a un petit p, voilà, équipotentiel du dipôle de moment p. Bon, c'est un moment p. Voilà, là on a un dipôle. Et ça, ce sont les équipotentiels du dipôle de moment p. Et le p, il y a un vecteur pour dire qu'on a un dipôle de moment p. Alors, eh bien, on va entamer les calculs. C'est une histoire de triangle quelconque, hein. C'est rien que ça. Bon, avec des approximations sans plus. Alors, tout d'abord, pour chercher le potentiel, il faut déjà avoir l'allure du potentiel. J'ai dit que plus Q, le plus Q, il est en... Le plus Q, par rapport à P, il est en R1. R1, donc je vais aller chercher R1 carré. Et le moins Q, il est en, fatalement, R2. Alors, donc je peux écrire que si je mets Q en évidence, et 1 sur 4 pi epsilon en évidence, j'aurai quoi? J'aurai l'écriture suivante. V au point P est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, epsilon 0 étant la permittivité du vide, bien sûr, fois Q. Et alors, bon, vous voyez qu'il n'y a plus qu'une charge qui apparaît, hein. Bon, c'est normal, c'est la valeur absolue de la charge qui apparaît. Donc, fois Q. Ou si vous voulez, le Q, je peux le mettre ici. Voilà, Q. Je préfère le mettre fois Q. Et alors, on aura... alors, potentiel de plus Q, c'est 1 sur R1, donc c'est 1 sur R1 carré. 1 sur R1 carré. Bien sûr, le potentiel, c'est un scalaire, hein, je ne peux pas avoir de vecteur dedans. Donc, c'est la norme de R1, si vous voulez. Donc, j'aurai 1 sur R1 carré moins 1 sur R2 carré. Alors, on aura ça. Non, le potentiel, il n'y a pas de carré, hein. Le potentiel n'a pas de carré. Je confonds avec le champ. Il n'y a pas de carré. Oui, il n'y a pas de carré. Le champ, il y a un carré. 1 sur 4 pi epsilon 0. Non, qu'est-ce qui est un carré? C'est la force. Oui, je m'excuse. C'est la force qui est un carré. Voilà.
la force, il y a un carré. La force de Coulomb, il y a un carré. Elle dépend du carré de la distance, mais le potentiel n'a pas de carré. Donc là, je raconte une bêtise, c'est R moins RI. Il n'y a pas de carré là-dedans. C'est les forces de Coulomb, là, à ce moment-là, il y a un carré. Ça dépend du carré de la distance, mais pas le potentiel ici. Donc, je vais aller rectifier vite ça, parce que c'est vrai que ça me semble bizarre d'avoir un carré dans le potentiel de Coulomb. C'est 1 sur R. 1 sur R1, il n'y a pas de carré. Donc, si ce que j'ai écrit auparavant avec un carré, bannissez-le de votre tête, parce que c'était une erreur. Il n'y a pas de carré là-dedans. C'est les forces de Coulomb qui a un carré. Voilà, c'est la force de Coulomb. Là, à ce moment-là, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q, Q' sur R carré. Là, il y a un carré, mais pas le potentiel. Voilà. Et alors, le champ, c'est égal à F sur Q. Voilà, F sur Q. Donc, on aurait le champ, c'est... Là, on n'a plus qu'une charge. Si je divise par Q, par exemple, je divise par Q, j'aurai plus qu'une charge Q'. Mais il y aura toujours un carré dans le champ. Dans le champ, il y a toujours un carré. Voilà, dans le champ, il y a toujours un carré. Voilà. Par contre, dans le potentiel, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, je pourrais le faire par... voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, est-ce qu'on peut faire là le champ dérive d'un potentiel? Est-ce que je pourrais faire le calcul intégral? Je pourrais faire le calcul intégral et voir. Hein. Bon, mais de toute façon, le potentiel, il n'y a pas de... le potentiel, il n'y a pas de carré. Voilà, je peux vous le dire. Bon, ce qui va dire que si je mets au même dénominateur, le dénominateur commun, c'est R1 fois R2. Donc, ce sera R2 moins R1. Q, 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q, et là j'ai le potentiel Vp. V, c'est le potentiel au point. Et c'est ça que je veux calculer. Bon, ce qui est compliqué, c'est juste calculer les distances là qui est compliqué. Hein. C'est juste ça, c'est de mettre en musique ceci. Hein. Parce que 1 sur 4 pi epsilon 0, bon, il ne changera pas. Le Q, il ne changera pas. Voilà, il dépendra de Q. Voilà, c'est un problème. Le problème ici, c'est de mettre ceci en musique. Hein. Enfin, pas ça. C'est de mettre celui-là en musique. Parce que là, 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est pas ça qui constitue le problème, c'est une constante. Et le Q, bon, c'est le Q du dipôle. Ça ne va pas changer. Vous prenez un des deux dipôles, vous prenez la valeur absolue d'un des deux dipôles, ça constitue le Q. Voilà. Par contre, c'est un problème de distance. Hein. Donc là, on va s'amuser avec les triangles quelconques. Bien sûr, avec approximation, parce que on a affaire à une distance éloignée. On va calculer le potentiel en un point éloigné du dipôle, c'est-à-dire qu'on va avoir des approximations d'infiniment petits, comme ils l'ont fait avec pour un ensemble de charges R-RI. Ils ont fait un développement limité pour avoir ceci. Voilà, pour avoir ceci. Et bien sûr, j'ai calculé le nabla 1 sur R, ça donnait ça. Bon, voilà. Et en finalité, tout ça donnait quoi? Vous allez voir que ça va dépendre que de D et de R cube. Enfin, de D et de R, sans plus. Et je vais vous trouver que ça fait ça. Hein. Ça fera ça. Je vais vous trouver que ça fait ça. Sans aucun problème. Ça fait D fois R sur R cube. J'ai que deux charges ici. Hein. J'ai que deux charges. Vous allez voir que par une méthode de recherche de distance, parce que tout le développement qui va être le plus compliqué, c'est juste ça. Hein. Bon, c'est une question de distance, hein, de régler ce problème-là. C'est de régler ce problème-là. C'est le problème de régler le problème
des distances R2 moins R1 sur R1 fois R2. Donc le tout c'est de trouver que vaut R1 moins R2 et que vaut, on va dire, R1, R1 moins R2 moins R1, que vaut R2 moins R1 et que vaut R1 fois R2 par la méthode des triangles quelconques. Des triangles quelconques. Alors pour ça, on va faire une petite astuce. On va passer par un côté. Voilà. J'ai un côté ici. Bon, celui-là, ce sera R2. Celui-là, c'est R1. Mais on va faire on va relier les deux par l'entremise de R. Le R va faire le lien entre les deux. Le R va faire le lien entre les deux. Voilà. À partir de là, on pourra... bon. Alors, on va calculer le premier triangle. Alors, je vais faire le triangle. Je vais appeler le triangle, je sais pas moi. Triangle 2, triangle 1. Voilà, triangle 1. Le triangle 1, c'est OP, AOP. Triangle 1, c'est le triangle AOP. Le triangle T2, c'est AOP. OBP. OBP. Eh bien, on va résoudre ce triangle-là. Alors, R1 carré, je vais faire intervenir le R pour les deux. Comme ça, bon, on aura une expression en R pour les deux et on pourra peut-être voir faire des choses pour les deux. J'aurais du R pour les deux. Peut-être que je ferai des simplifications avec les équivalents, les infiniment petits. Bon, alors, que vaut le triangle? Le premier triangle, je vais aller chercher ce triangle-là. Et on va travailler ce triangle-là. Je vais le réduire, bien sûr, mais il est trop grand. Donc, ne perdez pas de vue, je vous le dis tout de suite, que je vais chercher le potentiel. Hein. Donc, je vais résoudre ce problème de R2 moins R1 sur R1 fois R2. Alors, je vais travailler. Alors, je vais faire le triangle R1. Alors, R1, j'ai un triangle quelconque. Donc, alors ici, j'ai dit que je ne sais plus qu'est-ce que j'avais. A, O, B, P. Je vais essayer de l'écrire avec ça. Alors, OA au carré. Bon. Ouais, je vais mettre OA carré égale A carré, c'est... Non, A carré... OA carré, c'est... Non, OP carré. OP carré. OP carré, c'est... OA... Non, AP carré, AP carré. Je mets les choses en place, hein, je réfléchis 2 minutes. Et puis après, bon, quand je suis parti, je suis parti. Il faut trouver les bonnes relations de triangle, c'est tout. C'est juste ça. En tout cas, il y a un nom qui peut m'aider. OP,
OP carré, non, AP carré. AP carré. Voilà. Égale OA carré plus OP carré, voilà, moins 2 fois le OA fois OP fois le cosinus de l'angle θ. Voilà. La première relation. Alors, seconde relation. Triangle quelconque. Je suis en train de rechercher R2 moins R1 fois R2 plus... Ouais, vous savez ce que je suis en train de rechercher. Hein. Je suis en train d'essayer de mettre en place pour rechercher, si vous voulez, ceci, R2 moins R1 sur R2 fois R1. Voilà, c'est ça qui me pose problème. C'est ça qui va poser le problème ici pour chercher le potentiel. C'est une question géométrique. C'est une question de géométrie. Voilà. Alors, je vais faire de même avec OB, BP carré. Alors, BP carré, c'est OB carré, plus, oui, OP carré. Vous voyez que OP carré, il intervient pour les deux. Bon, ça va m'aider. Et bien sûr, moins 2 fois OB fois OP fois le cosinus de quel angle? Je vais voir. Je vais chercher. Bon. En tout cas, c'est pas cosinus θ, ça c'est sûr et certain. Bon, donc ici, il faut que je cherche l'angle entre OB et OP. Eh bien, c'est l'angle qui est là. Et là, ben, c'est 180 moins θ. C'est pi moins θ. Voilà. On a déjà ça. Bien sûr, ici, la distance de A à B, on la connaît. Hein. On a une séparation. C'est pas un inconnu, ça, dans ce triangle-là. AB, il n'y a pas toutes des inconnus partout non plus. Hein. Bon, sinon, on ne saura pas résoudre ça. On connaît la distance ici, c'est la longueur vaut L. La longueur vaut L. Alors,
Alors maintenant, je mets en place les choses. Que vaut AP carré? C'est la distance R1. Donc j'aurai R1 carré. Que vaut OA? OA, c'est L divisé par 2. Parce que O est situé au milieu. Donc ce sera L divisé par 2 au carré. Plus OP. OP c'est R. R carré. Moins 2 fois OA. OA c'est L demi. OP c'est R fois le cosinus de θ. Voilà. Voilà pour la première ligne. Voilà la première ligne. Bon, donc ça c'est pour le triangle de T1. T1. Donc j'ai écrit les distances. Voilà. Alors, je vais faire pour le second. R2 carré est égal, ça c'est BP carré, hein, BP carré c'est R2 carré, est égal à OB carré, c'est toujours L2, L sur 2, O carré, plus OP carré, c'est R carré aussi. Oui, je vais pouvoir les réunir là avec le R carré. Hein. Le R carré, bon, c'est une astuce pour de deux triangles. On met de lignes en commun pour justement avoir les choses. C'est une astuce, une très belle astuce. Moins 2 fois, alors OB c'est L demi, fois R fois le cosinus de pi moins θ. Voilà, ça c'est déjà une seconde étape. Bon, je vais faire des simplifications parce que le 2 divisé par 2, ça se simplifie ici. Hein. 2 divisé par 2, donc là maintenant j'ai plus que L. Voilà, j'ai plus que L là, tout comme j'ai plus que L ici. Je vais laisser comme il était. Je vais laisser comme il était. Alors je vais rapprocher juste un tout petit peu.
Alors maintenant, je vais diviser par, je vais mettre en évidence R carré. R1 carré. Alors je vais sortir le R carré. On aura L demi L sur 2R au carré. On aura L sur 2R au carré. Le R, là il est sorti, plus 1. Je peux mettre à l'avant, devant. J'en profite pour le mettre devant. 1 plus L sur R. Voilà. Plus, là-bas, je divise par R carré, donc il va rester moins L sur R cosinus de θ. Bien sûr, je referme la parenthèse. Donc, R carré, 1 plus L sur 2, le tout carré, bien sûr, moins L sur R cosinus θ. Bon, je vais faire la même chose avec le second. Je vais diviser par R carré. Et on va avoir une expression plus ou moins similaire. Hein. Bon, je vais déjà mettre le 1 devant. Je vais diviser par R carré. J'ai 1. Plus L demi carré, ben, c'est le même que l'autre. En fait, il est le même complètement. Il est le même, donc je peux faire une copie. Simplement, je changeais ce qu'il faut, ou alors c'est pas grave. C'est pas grave. Je recalculer. Alors, L demi, ça va être la même chose. L sur 2 R au carré moins L ouais. Bon, je vais faire une copie, ça va aller plus vite. Hein. Et je vais changer ce qu'il faut. Donc, je prends ceci. Bon, je vais juste indiquer, bon, là je vais avoir R2, R carré. Donc je prends R2, R carré. Donc je mets R carré en évidence, 1 plus L demi R au carré, L sur R cosinus pi moins θ. Pi moins θ. Bon, là je vais prendre ceci. Pi moins θ. Pi moins θ. Bon, l'autre il est mal indiqué, je vais vite le retracer, pi moins θ. Voilà. Donc maintenant j'ai les deux expressions. J'ai les deux expressions. Voilà, elles sont quasiment presque similaires l'une par rapport à l'autre. Hein. Bon, on a R carré 1 plus L demi R carré moins L sur R cosinus θ. Bon, qu'est-ce qui se différencie par rapport à l'un par rapport à l'autre? Il y en a un c'est R1 carré, l'autre c'est R2 carré. Il y en a un c'est cosinus moins cosinus θ et l'autre c'est cosinus, moins cosinus θ. Alors, moins cosinus, je dirais même que je peux même transformer les deux identiquement parce que cosinus de pi moins θ, 180 moins θ, c'est moins cosinus θ. Donc, je vais remettre un moins, là, mais mettre θ. Donc, je vais l'exprimer, là, j'ai vraiment quelque chose de similaire, puisque là, c'est plus, cette fois-ci, c'est plus θ. Et bien sûr, vous aurez compris que moins par moins, ça fait plus.
Moins par moins, ça fait plus. Donc, je peux mettre un plus ici, là. Voilà, maintenant on a vraiment deux expressions qui sont similaires, hein, presque, presque. Il y en a, il est moins au niveau du cosinus, et l'autre, il est plus. Mais, voilà, à part le moins et le plus, tout est similaire. Hein. C'est vraiment deux expressions similaires. R2 est similaire à R1. Voilà, si j'avais su ça dès le départ, ce que j'aurais pu faire, c'est directement les recopier et de se dire que bon, j'avais pi moins θ et que bon, j'aurais eu la même chose. Mais bon, voilà, je me suis rendu compte maintenant que juste à ce niveau aussi, que on a deux choses identiques. Ben, avec un signe moins pour le cosinus θ et l'autre un signe plus. Voilà. Mais c'est la même chose. C'est quasiment la même chose, c'est un signe près. Un signe près, c'est-à-dire l'un il est au niveau du cosinus θ, il est moins et l'autre il est plus. Alors c'est maintenant que va venir les, comment est-ce qu'on appelle ça, les approximations. Les approximations grande distance, bien sûr. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui est précédemment, parce que ça m'intéresse plus. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est ceci. Voilà, ceci m'intéresse. Mais ne perdez pas de vue ce qu'on recherche. Hein. Je cherche le potentiel. Et le potentiel, ce qui me pose problème, c'est de trouver ceci. C'est de trouver ceci. Une fois que j'ai... Le tout, c'est de trouver R1, R2. Hein. Une fois que j'ai R1, R2, ça y est, c'est fini. Je fais le produit et je fais la différence. Je ferai R2 moins R1 et je ferai R1 fois R2. Mais le tout, c'est de trouver R1, R2, chose que je n'ai pas cours. Alors, comment on va faire cette astuce-là d'avoir le R1, R2 Mais c'est de se dire, bon, je vais faire l'approximation grande distance. Je ne vais pas travailler avec des racines carrées. Hein. Bon, justement, le fait de faire des approximations grande distance, généralement on calcule le point P, enfin le potentiel V d'un point P situé très loin de, voilà, de dipôle, va simplifier énormément les choses, c'est qui permettent de ne pas calculer avec des racines carrées, de trimballer des racines carrées dans tout azimut. Hein. Mettre un racine carrée de R1, enfin de R2. Vous voyez l'expression qui est là, bon, aller chercher la racine carrée de tout ça, bah, c'est grand. C'est très grand pour mettre ça là-dedans, dans R2, et puis la racine carrée de R1, remettre ça dans R1, puis remettre la racine carrée dans R1, racine carrée dans R2. Bon, c'est une expression très grosse. Hein. Donc, le tout, c'est de se dire qu'on travaille à grande distance, que le point est à très loin et éloigné, et on va aller chercher, je veux dire, une approximation de façon qui va nous permettre de nous aider. Effectivement, le fait de dire que c'est éloigné, mais je vais aller chercher les équivalents, voilà, les équivalents, euh, les infiniment petits, euh, au premier ordre, au premier ordre. C'est-à-dire que l'astuce, elle est là. Bon, c'est un petit peu comme ils ont fait là, hein. Ils ont fait voilà, une approximation. Ici, ils ont fait cette approximation-là. Euh, ben, je vais faire une approximation de ce genre-là en disant que donc j'ai R carré, R1, je peux trouver R1 en prenant la racine carrée de R carré.
Bon, ça fait R, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je vais dire que là, j'aurai 1 sur epsilon, bien sûr, exposant, c'est une racine carrée, hein. C'est comme si je prenais la racine carrée de ceci. Voilà. Bon, le 1, c'est 1, mais ceci, je vais l'appeler epsilon. Tout ceci vaut epsilon. Et comme c'est une racine carrée, c'est exposant 1 demi. Voilà, c'est juste ça. Mais là, j'ai pris la racine carrée de celui-là, ça fait R1. Racine carrée de celui-là, ça fait R. Et celui-là, bon, je veux dire que tout ceci fait epsilon. Donc j'aurai un voilà, j'aurai 1 plus epsilon, exposant 1 demi, bien sûr, avec epsilon qui vaut ceci, si vous voulez. Ça, c'est epsilon. Ouais, epsilon 1, parce que c'est vrai qu'il y en aura 2. Epsilon 1. Bon, je fais la même chose avec l'autre. Parce que l'autre, il suffit de singer le premier. Hein. Une fois que vous avez le premier, ben, le second, on le singe. Donc 1 plus epsilon 2 exposant 1 demi. Voilà. Et là, je fais l'approximation, bien sûr, vous aurez compris, du premier ordre. Bon, ça c'est 1 plus epsilon exposant n, ça fait 1 plus n epsilon. N epsilon, voilà. Bon, si vous avez exposant en 5, ce sera 5 epsilon. Si vous avez 6, c'est 6 epsilon. Si vous avez 1 demi, c'est 1 demi epsilon. Ben, justement, si c'est 1 demi, je vais mettre 1 demi epsilon. Et là, comme ça, de cette manière-là, ben, j'ai plus de... le fait de faire une approximation grande distance, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est grand? Ben, R1, bon, R est très grand, hein. La distance R est très grande. Voilà, on a une distance R qui est très grande, fatalement R1, R2 aussi. Donc c'est-à-dire que R est beaucoup plus grand que L, c'est ça que ça veut dire. R est beaucoup plus grand que la distance L. Et là, je peux faire cette approximation-là, mais pas avant. Et là, je peux écrire que c'est 1 plus 1 demi epsilon 1 et R 1. Oui, ici il y a un petit problème parce qu'il y en a un c'est moins. Il y en a un qui vaut moins et l'autre qui vaut plus. Et l'autre il vaut 1 plus 1 demi epsilon 2. Voilà. Alors avec epsilon 1 qui vaut bien sûr ceci, et epsilon 2 qui vaut ceci. Alors en général, le fameux epsilon 1, généralement epsilon 1 et epsilon 2 sont inférieurs à l'unité. Ils sont plus petits que 1. Ils sont plus petits que 1. Alors maintenant, je vais faire la différence. Je vais faire maintenant ce qu'il me faut. J'ai R1, R2, c'est pas un problème. Je vais faire la différence R2 moins R1. D'abord, je vais faire le numérateur. Je vais d'abord faire R2 R2 moins R1. Alors, R2, je l'ai. Hein. C'est R1 plus epsilon 1 demi epsilon 2.
R 1 plus A demi epsilon 2 moins R 1 moins A demi epsilon 2. Ce qu'il vaudra R, non, une fois R ça fait R, moins R ça qui fait moins R, ce qui fait 0. On n'a plus de R. J'ai plus de R. Par contre j'aurai R demi epsilon 2, moins par moins c'est plus R demi, ouais, il y en a un, c'est pas epsilon 2, hein. Celui-là c'est epsilon 1. Voilà, R demi epsilon 1. Ce qui veut dire que là j'aurai R demi epsilon 2 plus epsilon 1. Voilà que vaut R2 moins R1. J'ai la différence. Bon, maintenant encore faut-il trouver que vaut epsilon 2 moins epsilon 1. Enfin, epsilon 2 plus epsilon 1. Chose que je ferai après. Donc c'est R demi epsilon 2 fois epsilon 1. Donc j'ai la différence, mais encore faut-il calculer epsilon 2, la somme de epsilon 2 plus epsilon 1. Maintenant, je vais calculer R1 fois R2. Donc R1 R1 fois R2. R1, j'ai dit que c'était, je sais plus. R fois 1 plus A demi epsilon 2. Ouais, je vais faire le 1. R fois 1 moins A demi epsilon 1 fois R fois 1 plus A demi epsilon 2. Alors on a R fois R, c'est R carré. Voilà, R carré, j'ai déjà du R carré. Et je vais multiplier 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois plus A demi epsilon 2, c'est plus A demi epsilon 2, moins A demi epsilon 1, moins 1 quart de epsilon 1 fois epsilon 2. Alors tout ceci, on va dire que je vous ai dit que le epsilon 1 est légèrement plus petit que l'unité. Donc ça, comme il est plus petit que l'unité, bon, un demi epsilon 2 est plus petit que l'unité, moins quelque chose qui est plus petit que l'unité, moins quelque chose qui est plus petit que l'unité. Quoiqu'au niveau des signes, je ne sais pas si j'ai bon. 1 moins A demi, R fois R, ça fait R carré. 1 plus A demi, moins A demi. Ouais, donc, voilà. Donc, je disais,
il y a quelque chose que... Je vais regarder quelque chose parce que il y a quelque chose qui me chipote. Je m'excuse, hein, je vais contrôler les infiniment petits. Au niveau des infiniment petits, je ne sais pas si c'est bon. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, mais quelque chose qui me chipotait, mais en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un moins dans les infiniment petits. Le problème, il est là. Euh, Bon, je vais recontrôler tout ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Le tout, c'est de trouver où j'ai fait la bêtise. Tout ça, c'est bon. Ah, voilà, j'ai trouvé. Je ne sais pas pourquoi j'ai été mettre un moins là. Je sais pas. En fait, c'est parce que j'ai vu ce moins là. Voilà, j'ai mis ce moins là. Donc j'ai raconté une bêtise parce que j'ai vu ce moins là. Effectivement, j'ai été mettre un infiniment petit. 1 moins epsilon 1. Ouais, en fait, c'est pas ça. Euh, voilà, j'ai mis voilà, c'est 1 plus epsilon 1, puisqu'en fait c'est 1 plus quelque chose. C'est 1 plus quelque chose. Donc, heureusement que je le vois maintenant, parce que c'est vrai que ça me chipotait beaucoup, que ce moins qui apparaissait. Voilà. Donc, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais remettre ça, il suffit juste de refaire ceci, et là, tout va retomber dans l'ordre. Voilà, parce que le epsilon 1, il est là. C'est tout ceci, le epsilon 1. Voilà. Donc, quand je mets 1 plus epsilon 1, donc je vais avoir un plus. Là, j'ai un plus ici. Et là, maintenant, tout est bon. Et le epsilon 2, il est là. C'est tout ça. Voilà. Maintenant, tout est bon. On est d'accord. Parce que ça me chipotait beaucoup. Je me dis comment ça se fait que je me retrouve avec un moins dans mes calculs. Bon, bah, il suffit, c'est juste un problème de signe. Alors, je vais remodifier ceci alors. Je mets un plus là. Ce qui veut dire que là, j'aurai un moins. Voilà. Ce qui veut dire que là, il faudra faire la soustraction et pas la somme. Pas la somme. Voilà. Donc, je vais faire la soustraction. Je vais faire la soustraction et pas la somme. Alors, maintenant, ça c'est bon, tout est bon, tout revient dans l'ordre. Vous voyez qu'avec un signe moins, alors là, ce sera plus. Là, ce sera... Là, il est déjà plus. Ce qui veut dire que j'ai pas de moins. J'ai tout des plus. J'ai tout des plus. De toute façon, ici, on s'en fout. Hein.
Parce que de toute façon, ça c'est. Lui, il est plus petit que 1. Lui est plus petit que 1. Voilà, il est beaucoup plus petit que 1. En plus, quelque chose que plus petit que 1, vous faites fois 1,5. Quelque chose plus petit que 1, vous faites fois 1,5. Que vous additionnez à quelque chose plus petit que 1 fois 1,5. Etc. Bon. Donc tout ceci, je vais considérer que c'est négligeable. Voilà, ceci c'est négligeable. Donc on va dire que ça fait environ R carré. Donc on va dire que tout ceci, on va négliger, il restera plus que R carré. Donc R1 fois R2 a été trouvé. R1 fois R2, on va dire que c'est le produit vaudra R carré. Donc j'ai le dénominateur. Maintenant le tout c'est de trouver le numérateur. Bon, le numérateur, il faut que j'aille rechercher. Bon, on a déjà ça. Voilà, on a déjà le dénominateur qui vaut environ R carré. R carré. Donc on a deux distances R1 et R2 et on dit que ça vaut environ R. Et c'est vrai dans le dessin, c'est vrai. Hein. Bon, à grande distance, si vous mettez des triangles, vous mettez R éloigné, ben, il est vrai que R2, bon, se rapproche de R1 et se rapproche de R. Alors, vous allez avoir quelque chose comme, on va dire ceci, comme ci, voilà. Et alors vous allez avoir bon, les distances R et R2 qui sont proches de R. C'est pour ça qu'ils disent que bon, R2 fois R1 fait R carré. Environ. Environ. Bon, alors maintenant, le tout c'est de calculer la différence. R2 moins R1. Ouais, ici, j'ai encore oublié. Oui, on a bien un moins là, ça c'est bon. R2 moins R1. Alors, le tout maintenant, il faut que j'aille calculer. Je vais aller chercher ceci. Je vais calculer ça. Pour ça, je vais chercher epsilon 1 et epsilon 2. Alors, je vais aller rechercher. Epsilon 2, c'est celui-là du bas. Epsilon 1, c'est celui-là du haut. Voilà. Donc, epsilon 2, c'est celui-là du bas. Et epsilon 1, c'est celui-là du haut. Voilà. Je vais additionner les deux. Epsilon 1 plus epsilon 2. Alors, ça tombe bien parce que ces deux-ci vont tomber. Et il va rester L demi. Non, je raconte une bêtise. Parce qu'il faut faire la soustraction, c'est pas l'addition. Je m'excuse, c'est pas l'addition, mais la soustraction. Faut être très vigilant à ce genre de calcul parce que ça va vite, hein, les erreurs vont vite. Hein. Bon, c'est pour ça que je dois rester extrêmement concentré dans ce que je suis en train de faire parce que voilà, l'erreur peut vite arriver et puis vous vous en rendez pas compte, vous continuez vos calculs sans vous rendre compte que il y a une erreur voilà, et ça cloche le calcul. Vous n'aboutissez pas à ce que vous devriez trouver. Voilà, le problème il est là. Donc on remarque tout de suite que dans les calculs il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on se pose la question d'où ça vient. On se rend compte petit à petit que bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors epsilon 2 moins epsilon 1. Bon, c'est justement celui-là qui va tomber. Si je fais la différence, c'est lui qui va. Si je faisais la somme, il resterait plus que du L2R au carré, bien sûr fois 2. Voilà, mais comme ici je fais la différence, c'est les L2R au carré qui se soustrait. Et donc on aura LR cosinus θ moins LR cosinus θ, ce qui fait 2L sur R cosinus θ. 2LR cosinus θ. Bien sûr, il y a un R demi ici, R demi, fois 2LR cosinus θ. Les deux ils tombent, et même les R ils vont même tomber, tant mieux, tout ça ça tombe. Et il reste L environ, c'est L cosinus θ.
L cosinus θ. Eh bien, je peux écrire maintenant voilà, le bouquet final. Donc, V potentiel au point P suffisamment éloigné du dipôle est égal, bien sûr, le dipôle ayant une distance L, c'est la distance du dipôle. Alors, c'est Q sur 4 pi epsilon 0, ça, bon, je n'ai pas bougé là-dessus, je n'ai rien touché là-dessus. Voilà. Mais il fallait calculer R2 fois R1. R2 fois R1, c'est L. R2 moins R1, je m'excuse. R2 moins R1, qui est L cosinus θ, sur R1 fois R2. On avait dit que c'était environ R carré. Voilà. Donc, je vous rappelle, donc le potentiel. Alors, un dipôle, je vous rappelle que le dipôle, je l'ai calculé auparavant, le moment dipolaire, bon, il peut s'appeler P, hein, mais il peut s'appeler D aussi. Voilà. Vous avez vu que sur le site internet, là il l'appelait, dans le dessin, là, le dessin à droite équipotentiel du dipôle de moment P, voilà, là il est ici, si vous voulez, on voit un P, il est dessiné P, de toute façon il est marqué là, P, moment P. Bon, et là, ils l'ont appelé, moment dipolaire, ils l'ont appelé D. Là, D. Donc ça, ils l'ont appelé D ici. Donc une fois, ils l'appellent P, une fois, ils l'appellent D. Bon, moi, c'est comme ils veulent. Mais moi, si je veux faire quelque chose qui ressemble à ceci, là, voilà, eh bien, je dois l'appeler D. Obligé. Et c'est ce que je vais faire. Donc, que valait le dipôle D? Ben, il vaut, en norme, bien sûr, je vais le mettre en norme, L, voilà, c'est la longueur du dipôle, fois la charge, Q. C'est Q fois L. Or, justement, Q fois L, il est là. Q fois L, c'est le dipôle. Voilà. Donc, comme ils l'ont appelé D dans le site, je vais l'appeler D. Alors, je ne peux pas avoir de vecteur parce qu'un potentiel, c'est du scalaire, tout est du scalaire. Donc, ça voudrait dire que là, j'ai un cosinus θ. Mais ça, je peux, le cosinus θ, voilà, je peux faire D fois R, voilà, D fois R, voilà. Ici, je vais mettre 1 sur 4 pi epsilon 0. Alors, voilà. Donc ici, j'ai le moment. Le moment, Q fois L. Q fois L, c'est le moment dipolaire. Il est là. Je l'ai introduit. Mais j'ai introduit un vecteur R. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je fais le produit scalaire de ça, ça fait le scalaire D. Je l'ai, il n'y a pas de problème. D, je l'ai, c'est Q fois L. Hein. Q fois L. Fois la norme de R. On est d'accord? Donc c'est comme si j'avais R. Bah, en dessous, j'ai R carré, donc je dois mettre un R pour voilà, R cube. Parce qu'il n'y avait pas de R ici. Hein. Au numérateur, il n'y avait pas de R. C'est moi qui l'ai introduit. Donc si j'ai introduit un R, ben, je dois en introduire au dénominateur pour équilibrer les choses. Ça fait sur R cube. Donc j'aurai vecteur de R sur R cube. J'aurai dr sur R cube. Voilà. Et bien sûr, quand vous faites le produit scalaire, donc D produit scalaire R, ça va donner la norme de D, fois la norme de R, fois le cosinus θ. Or, voilà, la norme de D, je l'ai, ben, c'est Q fois L, la norme de D, je l'ai, le cosinus θ, je l'ai, et j'ai introduit un vecteur R en produit scalaire, voilà, mais je dois mettre un R au dénominateur pour équilibrer le tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bingo, j'ai ce qui se passe dans le site. Donc, c'est-à-dire que le potentiel, comme ils vous disent dans le site, peu importe le nombre de charges que vous avez, ici j'en ai deux, ben, il dépendra tout simplement du moment dipolaire D et bien sûr de la distance séparant voilà, le point où vous calculez le potentiel.
R, c'est la distance où on calcule le potentiel par rapport au dipôle. Hein. Et donc, là, attention que je n'ai que des scalaires, hein, un produit scalaire. Des fois R, c'est un scalaire. Des fois R, c'est un scalaire. Donc, ceci, c'est un produit scalaire. Hein. Donc, là, bien sûr, vous comprendrez que c'est du scalaire pur. Mais là, j'ai deux vecteurs, mais multipliés en scalaire, ce qui fait un scalaire. Donc, tout ça, c'est scalaire. Donc, j'ai bien un VP qui est scalaire. Hein. Et vous voyez bien que j'ai calculé pour deux charges. Deux charges plus Q, moins Q, avec, bien sûr, ceci qui fait L, à une distance, bien sûr, par rapport à P, une distance R. Et donc, euh, que vaudra le potentiel, bien sûr, à une constante près qui est 1 sur 4 pi epsilon 0, ça, il y a toujours ça, mais elle dépendra de la distance au carré. Mais bon, ici, c'est une astuce que j'ai fait un produit scalaire pour avoir R sur R cube. C'est toujours du R carré, hein. Bon, voilà, c'est toujours par rapport au carré, mais en faisant le produit scalaire, j'ai introduit un R sur R cube. Alors, je vous rappelle que R sur R est un vecteur unitaire, hein. C'est le vecteur U. C'est un vecteur unitaire qui est le vecteur U. Voilà. La norme, de toute façon, le vecteur, il faut calculer la norme de R, ça fait R sur R, ça fait 1. Donc voilà. Donc R sur R, c'est le vecteur unitaire. Hein. Donc j'aurais pu faire produit scalaire R carré, on retrouve toujours notre, voilà, R carré sur R, voilà. Et je peux même dire que R sur R, c'est U. Voilà, je peux multiplier par un vecteur unitaire U, en faisant ceci. R sur R, c'est U. Et là, j'aurai D fois U, bien sûr, sur R carré. Voilà. Donc, vous voyez que ce qui était auparavant, ben, c'est ce qui était là. C'est ce que montre le site. Hein. 1 sur D, R sur R cube, voilà, 1 sur 4 pi epsilon 0. C'est ce que j'avais auparavant. Ce que j'avais auparavant. Avant de marquer, avant de mettre le vecteur unitaire, je vais remettre pour bien voir. Voilà. D fois R sur R cube. D fois R sur R cube. D fois R sur R cube. Et là, attention que c'est pour une multitude de charges ici. Hein. Voilà, sur le site ici, c'est pour une multitude de charges. Donc, peu importe que vous ayez deux charges ou une multitude de charges, c'est toujours la même chose. Hein. C'est le moment dipolaire fois le rayon vecteur pour lequel vous calculez le potentiel, divisé par le cube de la distance. Et en vérité, c'est un carré de distance, c'est pas un cube. Hein. C'est une astuce. Le fait d'introduire le R, mais c'est une astuce qui fait introduire voilà, le cube. Hein. Mais il n'y a pas de cube là-dedans. Hein. C'est le R sur R cube qui donne R. En fait, il y a un R carré, parce que le potentiel, c'est toujours par rapport à R carré. Toujours par rapport à R carré. C'est une astuce qui est introduite en fait. Le potentiel, c'est toujours par rapport à un carré de distance. Donc on introduit au numérateur un vecteur, vecteur qui est un vecteur, ce qu'on appelle un vecteur, je sais plus comment on appelle ça, un vecteur, enfin je sais plus comment on appelle ça, un vecteur, le vecteur R c'est un vecteur, je sais plus comment on appelle ça. Je vais le mettre en lien parce que j'ai oublié. Bien, vous retrouvez le D, donc ça dépend du D. Peut-être qu'il est marqué ici, le vecteur R, c'est quoi? C'est un vecteur, je sais plus comment on appelle ça. Vecteur, je sais pas, je sais plus, j'ai oublié le nom. Voilà, donc vous avez bien, donc le nabla ici, il a été calculé. Hein. Comment on obtient RI sur R sur R cube, ça a été calculé. Et maintenant, je vous ai montré l'exemple de ceci pour deux charges, calcul de deux charges. Calcul de charge. Et maintenant, pour calculer bien sûr le champ, ben, il suffit de dériver le, voilà, faire moins nabla V, hein, c'est pas un problème ça. Hein. Faites moins nabla V, vous avez le V, VR maintenant, il suffit de faire voilà, moins nabla V et vous avez voilà, je peux le faire dans une autre vidéo, c'est pas un problème ça. C'est pas un problème. Il suffit de reprendre l'expression ici et de faire moins nabla de V. Voilà, et vous aurez le champ qui vaut 3DU fois U moins D. Et le champ, c'est un vecteur. Hein.
Attention que le champ, c'est un vecteur. C'est une notion vectorielle, le champ. Le champ est un vecteur, mais le potentiel est un scalaire. Le potentiel est un scalaire. Et le champ, c'est un vecteur. D'où le vecteur gradient, le vecteur nabla. Nabla est un vecteur. Donc il y aura IJK là-dedans, parce que c'est dans l'espace. On aura des composantes IJK. Voilà, je vous remercie.